La sexualité est de nature très spirituelle. Et c'est aussi un don de Dieu. Ce sera une loi où vous devrez dire la vérité. Il ne s'agira pas de spéculation. Vous savez, je suis musicien. Je vis pour ça. Une liste de Prince vient d'être révélée, et elle secoue le monde entier de la musique. Sinon, 6 hommes écrits à la main par Prince avec une seule ligne dessous. Ce sont ceux que j'aime vraiment tout au long de ma vie. C'est une liste de fragments de rendez-vous secrets que Prince a choisi de garder cachés pendant des années, sans jamais les partager avec personne. Le choc ne réside pas dans le fait que Prince ait un jour écrit ces noms, mais dans qui ils sont réellement. Certains d'entre eux, le public n'aurait jamais imaginé qu'ils auraient pu avoir une quelconque connexion intime avec Prince. Qui sont ces noms? Sont-ils des légendes de la pop dont le monde a toujours supposé qu'elles n'avaient aucun lien avec Prince? Ou sont-ils des visages totalement inattendus, des personnes que personne n'a jamais soupçonnées? Laissez-moi révéler la liste des 6 artistes gays que Prince a autrefois aimés profondément, férocement et silence. Numéro 6. Freddie Mercury. La relation entre Freddie Mercury et Prince, si l'on peut l'appeler ainsi, n'était pas une sorte d'amour typique. C'était une émotion vacillante comme une ampoule de coulisses faible. Brillante par moments, mais éteinte dès que quelqu'un fixait trop longtemps. Freddie a dit un jour à l'une de ses proches, « Je ne sais même plus ce que je veux de lui. C'est juste que quand il est là, je me sens déchiré. J'ai envie de le serrer dans mes bras et de m'enfuir même temps. » Cette phrase n'a jamais eu de fin. Tout comme ses sentiments pour Prince, obsessionnels, indéfinis et jamais complets. Freddie a toujours été un homme d'intensité, affichant ses émotions sur sa manche, même lorsqu'il était le plus douloureux. Mais Prince était le contraire. Le fier fantôme du monde du funk, cachant tout derrière un eyeliner violet et un regard à la fois méprisant et épris. C'est pourquoi, dès la toute première rencontre lors d'une fête privée à Los Angeles 1945, au milieu d'une musique soul lente et de nuages épais de parfum, Freddie a été attiré par lui comme un papillon de nuit par la flamme. Prince n'avait pas besoin de sourire. Il s'est juste appuyé contre un mur, un verre de vin rouge à la main, projetant des ombres sur ses yeux brillants et un sourire narquois qui était à peine un sourire. Et cela a brisé toutes les défenses de Freddie. Peter Freestone, l'assistant personnel de Freddie, a un jour été témoin d'une conversation entre les 2 hommes pendant 4 heures dans un coin sombre de la pièce. Personne n'a osé interrompre, comme si les 2 étaient des âmes perdues jouant une partie d'échecs silencieuse. Celui qui révélait le plus perdait. Freddie a dit à Peter après coup, « Prince est le seul homme qui m'ait fait me sentir complètement nu, sans jamais me permettre de me rapprocher d'un pouce. » Ils ne s'aimaient pas comme des couples ordinaires, pas de se tenir la main publique, pas d'embrassade dans la rue. Mais chaque fois que Queen se produisait près de Minneapolis, où Prince vivait et travaillait, Freddie demandait toujours un hôtel près de Paisley Park. Personne ne savait pourquoi, mais ces nuits-là, il rentrait toujours tard, ivre, les yeux rouges et silencieux. Un employé de l'hôtel a vu une fois Prince sortir de l'ascenseur à 4 heures du matin, des lunettes de soleil sur le nez et un manteau de fourrure blanche. Pas un mot, pas un regard, mais laissant derrière lui un parfum de jasmin persistant dans l'ascenseur pendant des heures. Freddie a écrit « Love of my life » très tôt, mais beaucoup pensent que « You Take My Breath Away » était une lettre d'amour secrète à Prince. Mélodie douce, piano timide, et la façon dont Freddie criait comme une supplication. Parfois, cela dure toute une vie, parfois un battement de cœur. Ce n'est pas l'ombre de Mary Austin que les auditeurs ont entendue, mais celle d'un homme filiforme aux cheveux bouclés, toujours vêtu de velours, et ne restant jamais assez longtemps pour appartenir. Prince ne parlait jamais. Il maintenait un silence qui frôlait la méditation. Mais lors d'un concert privé à Paisley Park, sans caméra ni fans hurlant, Prince a une fois joué l'intro de Don't Stop Me Now, avant de glisser douceur dans Purple Rain. Un ancien DJ, Yuan, a dit d'un jour, quand Prince a joué ça, ses mains tremblaient. Ce n'était pas de la technique, c'était de l'émotion qui perçait. C'était peut-être un fantasme,
c'était peut-être réel. Mais pour ceux qui croient que la musique est la voix de l'âme, c'était une confession silencieuse. Freddie et Prince n'ont jamais été synchronisés, mais ils se sont trouvés. Un instant dans des mélodies brisées, des nuits blanches, des regards qui se touchaient, puis disparaissaient comme s'ils n'avaient jamais eu lieu. Ils auraient pu être tout l'un pour l'autre si le monde l'avait permis. Mais Prince, comme une étoile violette silencieuse, a laissé cet amour s'échapper, le laissant comme la plus belle chanson inachevée que la musique ait jamais gardée secrète. Numéro 5. George Michael. George Michael n'a pas regardé Prince dans les yeux la première fois qu'ils se sont rencontrés. Ce n'était pas parce qu'il était timide ou peu sûr de lui. George Michael avait le genre de charisme qui pouvait tenir tête à n'importe qui dans l'industrie de la musique. Mais Prince ne ressemblait à personne d'autre. Son regard ce jour-là, profond et immobile, comme un vortex sans fond, suffisait à déstabiliser n'importe qui. Un silence presque surnaturel l'entourait, donnant l'impression à la personne face d'être mise à nu, sans un mot, comme une chanson sans mélodie, réduite à son rythme brut et exposé. Des années plus tard, quelqu'un qui travaillait sur l'éclairage pour les MTV VMA à la fin des années 80 a raconté « Je n'ai jamais vu George Michael aussi tendu. George, célèbre pour son sourire éblouissant et son allure confiante, comme si rien au monde ne pouvait l'affecter, n'arrêtait pas d'ajuster ses manches 4 fois quelques minutes seulement. Il ne s'agissait pas de style. C'était comme si son corps cherchait quelque chose à faire, quelque chose pour protéger le tremblement de terre invisible qui se produisait dans son esprit. Pour les étrangers, cela pouvait sembler être un respect mutuel entre deux légendes, mais ceux qui connaissaient vraiment George comprenaient qu'il s'agissait de quelque chose d'autre. Pas évident, pas explosif, mais réel. Une subtile collision de deux mondes intérieurs profondément conflictuels. Prince, comme d'habitude, n'a offert ni poignée de main, ni tape dans le dos, ni geste amical. Il n'avait pas besoin. La simple présence de Prince était une déclaration. « Je suis moi et je sais qui tu es ». Il n'y a pas eu de photo, pas de vidéo de ce moment. Mais pour ceux qui ont été témoins, c'était comme une mystérieuse collision entre deux planètes musicales, laissant des répliques dans l'air que personne n'osait nommer. Ils ne se sont rencontrés que quelques minutes, juste assez pour alimenter des histoires chuchotées pendant des années. Un membre de l'équipe de coulisses a dit un jour quelque chose de glaçant de simplicité. Ils se sont touchés avec quelque chose au-delà de la musique. Une connexion sans forme, mais indéniablement présente. Entre eux, il y avait des différences, mais aussi une étrange intersection, comme deux âmes solitaires qui s'aperçoivent dans un couloir bondé, reconnaissant une ombre qui ne vient pas de cette vie. Mais ce qui est ceci est le plus fascinant, ce n'est pas cette rencontre fugace. Le mystère réside dans tout ce qui ne s'est pas passé ensuite. Pas de photos, pas d'interview faisant référence à une rencontre historique. C'est comme si ce moment avait été effacé de la chronologie comme une piste coupée de l'album final. Mais la musique ne ment pas. La chanson de George, Father Figure, avec ses tonalités sensuelles et conflictuelles oscillant entre désir et tabou, porte une énergie distinctement princière, très Purple Rain. Les fans attentifs l'ont remarqué, mais lorsqu'on lui a posé la question, George a simplement souri. Il n'a pas confirmé, il n'a pas nié, comme si la réponse était déjà écrite dans la musique. Prince, bien sûr, était encore plus silencieux. Il n'a jamais mentionné George, mais ses proches disaient que lorsque Prince ne prononçait pas le nom de quelqu'un, c'est qu'il comptait vraiment. Il gardait ces rares connexions cachées, non pas par peur d'être découvert, mais pour les garder intactes. La rumeur veut qu'il se soit parlé. Parlé au téléphone à quelques reprises. Un producteur a dit que George avait une fois joué un riff de guitare à la Prince juste pour le sentir, puis l'avait enregistré et envoyé à Prince sur cassette. Personne ne sait si Prince a jamais répondu, mais quelques semaines plus tard, George a écrit un refrain, calme mais féroce, comme un murmure renvoyé. Ce refrain n'est jamais sorti. Il repose encore dans un cahier enfoui sous le temps et les nuits blanches. Étrangement, deux artistes assez puissants pour créer une légende musicale ensemble ont choisi de ne absolument rien faire.
Cette distance, ce silence, est devenu la chose même que le monde ne peut cesser de remettre question. Pourquoi un ancien collaborateur a révélé que George avait peur de Prince? Non pas peur de son pouvoir ou de son talent, mais peur que s'il s'approchait trop, il perde la dernière limite, lui. George a dit un jour, « Prince ne connaît pas de limite. Et moi, j'ai toujours été attiré par le danger. » Une demi-confession entend comme une parole jamais écrite. Peut-être y avait-il quelque chose entre eux qui frôlait l'amour. Ou peut-être était-ce juste un éclair de génie, trop brillant pour durer, trop beau pour être touché. Mais une chose est sûre, quelque chose d'indéfinissable existait entre eux. Quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré, ne pouvait pas être effacé des années plus tard dans une rare interview lorsqu'on lui a demandé « Avez-vous déjà aimé quelqu'un que vous n'avez jamais avoué ?» George a regardé par la fenêtre. Un long silence a suivi. Puis il a dit « Il y a des gens que je garde pour moi parce que si je prononce leur nom, j'ai peur que le monde ne ruine ce qu'il y avait de plus beau entre nous. » Prince a quitté ce monde comme il a vécu, silence, sans prévenir, comme une ombre violette se dissolvant dans la nuit. Peu de temps après, George Michael a suivi. Chansons d'amour inachevées, connexions innommées. Tout est devenu des pièces de puzzle que personne ne pourrait jamais compléter. Mais la musique demeure. Mélodie douce nous rappelant que quelque chose a existé autrefois, quelque chose qui brûlait sous la surface. Une histoire qui n'a jamais été racontée. Numéro 4. Sylvester. Les gens ont commencé à dire des choses étranges lorsque Prince et Sylvester se tenaient près l'un de l'autre. Ces moments où ils étaient sur la même piste de danse dans la même pièce, calmes sous les lumières roses et violettes du Studio 54. Ce qui faisait retenir son souffle à tout le monde, ce n'était pas la musique ou la danse. C'était le sentiment innommé, une curiosité haletante, comme si l'on assistait à la collision de deux forces opposées. Quelque chose d'intime mais de distant comme d'une vie antérieure, déroutant tellement les gens qu'ils n'osaient pas regarder trop longtemps. C'était les années 1980, l'âge d'or de Madonna et Michael Bowie. Mais quand Prince est entré à New York, personne n'a regardé ailleurs. Il était à son apogée. Un feu violet s'est allumé partout. Chaque pas qu'il faisait était une attaque contre les conventions de l'industrie. Mais au sein de cet univers massif, Prince a été attiré par une autre force. Sylvester. Il n'avait pas besoin de courir après l'époque. Il était l'époque. Cet homme, surnommé la reine du disco, dépassait de loin la capacité de tout genre à définir. Prince ne regardait pas Sylvester comme un fan, pas avec convoitise ou admiration, mais avec une intense douceur. Dans le scintillement constant des lumières du Studio 54, où l'étrange était normal et l'excentricité était une monnaie. La présence de Sylvester ne suscitait pas de tas de questions, elle suscitait le silence. Et peut-être, quelque part au fond du cœur de Prince, une voix calme chuchotait. « C'est la voix de sortie, c'est la version de moi que je n'ai pas osé toucher. » Ils se sont tenus près l'un de l'autre. Personne n'a entendu ce qu'ils ont dit. Peut-être n'ont-ils rien dit, mais toute la pièce s'est figée pendant quelques minutes. Prince portait un costume de velours violet. Les lumières se reflétant dessus éclatent d'argent comme un clair de lune brisée. Sylvester, dans un long manteau de fourrure blanche qui effleurait ses chevilles, se tenait à côté de lui. Puis ils ont disparu. Un barman se souvenait avec certitude et intoxication qu'ils étaient là et ça, puis ils ne l'étaient plus. Personne ne les a vus partir, mais je jure qu'ils n'étaient plus dans la pièce. Les rumeurs se sont répandues plus vite que les remixes disco qui résonnaient sur la piste. Certains disaient qu'ils étaient allés sur le toit. D'autres juraient que les lumières VIP s'étaient éteintes à 2 heures du matin. Mais personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Certains dans l'industrie ont commencé à le remarquer. Prince, déjà rebelle, a commencé à se produire avec un maquillage plus prononcé, des costumes plus légers et des mouvements plus lents et plus suggestifs. Après cette nuit-là, Sylvester n'a plus jamais parlé. Mais dans une interview de 1982 qui semblait décontractée, lorsqu'on lui a posé des questions sur ses inspirations musicales, il a souri doucement et a dit « On ne rencontre certains amis qu'une seule fois, mais ils laissent une mélodie qui reste avec vous pour toujours. »
Le temps a passé. Leur éclat s'est estompé, mais le souvenir n'a pas disparu. Peut-être ont-ils dansé une seule danse lente, juste une. Ou peut-être se sont-ils simplement tenus ensemble, respirant et ressentant. Mais c'est ce silence, le silence de deux personnes qui ont vécu à travers le son, qui a résonné le plus fort. Dans un monde qui exige l'exposition, ils ont choisi de protéger un morceau de leur âme. Deux âmes noires, queer indéfinissables, ont trouvé la communion sans avoir besoin de la nommer. Et c'est cela, par-dessus tout, qui les a rendus immortels. Numéro 3. Jimmy Somerville. Lors d'une nuit froide au début de 1985, lors d'une fête musicale, coulisses après un spectacle secret à Londres, Prince est apparu avec un assistant et s'est tenu caché dans un coin sombre de la pièce. Jimmy Somerville était assis à proximité, bavardant avec animation avec quelques artistes indépendants et un journaliste LGBT de Berlin. Il venait de faire ses débuts avec Bronxy Beat moins d'un an auparavant, et Small Town Boy était devenu un hymne dans la communauté gay masculine à l'époque. Lorsque l'hôte de la soirée s'est avancé au centre de la pièce pour accueillir l'invité spécial, les lumières ont capté le scintillement du costume violet de Prince. Jimmy s'est retourné et a vu les yeux de l'homme le regarder de loin. Ce regard était profond et immobile, comme s'il perçait la foule bruyante. Un ami a conduit Jimmy pour une présentation. Leurs poignées de main étaient légères, comme pour tester la température de l'autre. Jimmy dira plus tard à un ami proche, « Je n'avais jamais vu quelqu'un comme lui. » Prince n'a pas dit grand-chose, mais ses yeux avaient l'impression d'écouter tout mon corps. Cette nuit-là, alors que la fête touchait à sa fin, Jimmy a reçu un petit morceau de papier de l'assistant de Prince, ne portant qu'une seule ligne. Si tu veux savoir ce qui se trouve au-delà de l'ego, viens au forum de la chambre d'hôtel Savoy. Ils se sont rencontrés à nouveau vers minuit. Jimmy est arrivé et a frappé. Prince a ouvert la porte, ses cheveux encore humides. Le son d'une Fender Telecaster résonnait dans la pièce où il jouait. Ils se sont assis l'un face de l'autre sur le canapé, évitant toute conversation insignifiante. Prince a posé des questions sur les performances de Berlin. Jimmy a posé des questions sur les sessions de Purple Rain. Dans les jours qui ont suivi, ils se sont rencontrés plusieurs fois à Londres, Paris et plus tard à New York. Prince invitait souvent Jimmy dans ses salles de répétition privées, où il jouait des riffs jamais entendus auparavant. Jimmy s'asseyait de silence, les yeux fermés, parfois remuant les lèvres. Un après-midi à Brooklyn, Jimmy a essayé de chanter une ligne de refrain de Prince. Et la façon dont il a allongé la note finale a fait s'arrêter Prince et dire « Tu comprends quelque chose que je n'ai jamais réussi à écrire. » Ils se sont une fois promenés le long de la Tamise à minuit, portant des bonnets de laine et des lunettes de soleil, comme deux hommes se cachant des projecteurs. Prince a une fois raconté à Jimmy des histoires de son enfance à Minneapolis. Jimmy a répondu racontant qu'il s'était enfui de chez lui après avoir été rejeté par ses parents. Leurs différences ne les ont pas séparés. Au contraire, elles ont créé un équilibre. Chaque fois qu'ils se rencontraient, Prince enregistrait un nouveau fragment musical. Jimmy portait toujours un carnet pour les paroles. Au début de 1986, leurs rencontres sont devenues moins infréquentes. Jimmy se préparait à quitter Bronxy Beat pour poursuivre une carrière solo. Prince entrait dans son ère explosive de Sign of the Times. Il continuait à s'envoyer des messages par l'intermédiaire d'intermédiaires, échangeant toujours des démos sur cassette. Une cassette montrait Prince jouant de la guitare dans un style rappelant la mélodie de Jimmy dans Why et était accompagnée d'une note « Ta voix me manque ». Dans ce silence, Jimmy a conservé cette cassette jusqu'aux dernières années de sa vie. Leur relation n'a jamais débouché sur quoi que ce soit d'ostentatoire. Mais dans le carnet de Jimmy se trouvait une ligne manuscrite non signée. Nous nous sommes touchés à travers une musique que personne n'avait jamais jouée. C'était bref, mais je vis vraiment. Lorsque Prince s'est produit à Paris 1986, un membre de l'équipe d'éclairage a affirmé avoir vu Jimmy dans la foule debout près de la console de son, les yeux rivés sur la scène pendant tout le spectacle de 2 heures.
Lorsque Prince est décédé 2016, quelques jours plus tard, lors d'une performance à Glasgow, Jimmy a chanté de manière inattendue une partie de The Beautiful Ones au milieu de sa liste de morceaux, puis a enchaîné directement avec le segment Cry Boy Cry de Why. Toute la salle est restée immobile pendant quelques secondes. Personne n'a parlé. Un membre du groupe a dit plus tard: « C'était la première fois que je voyais Jimmy chanter comme s'il envoyait quelque chose de très, très loin. » Numéro 2. Jermaine Stewart. Jermaine Stewart était l'un des rares à s'être approché d'un endroit presque inaccessible à personne. Dans la vie de Prince, une connexion réelle non filtrée par les masques ou la performance. Pendant une brève mais intense période, Prince et Jermaine ont semblé inséparables. Ils sont apparus ensemble dans des studios lors de répétitions. Et il y a même eu des rumeurs selon lesquelles ils ont vécu ensemble dans un petit appartement à l'atmosphère créative dans un quartier huppé. Le même endroit où Prince aurait écrit plusieurs chansons pour l'album 1999. Jermaine était ouvertement gay, mais il l'exprimait sans exubérance ni déclaration. Pour lui, vivre vérité était naturel. Pas de slogan, pas de discours tonitruant. Prince, à cette époque pleine ascension avec 1999, était beaucoup plus complexe. Il était séduisant, excentrique, magnétique, mais toujours entouré d'un halo de mystère. Ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient encore train de se découvrir. Jermaine venait de quitter Shalamar pour trouver sa propre voie, tandis que Prince redessinait la carte musicale de l'Amérique avec le funk rock et une sensualité débridée. Tous deux avaient ce soif d'inconventionnel, aimaient les gammes classiques, mais refusaient de suivre les règles. Mais sous cette harmonie de surface se cachait une fissure irréparable. Jermaine a choisi la douceur. Prince a choisi le contrôle. Jermaine écrivait sur l'amour sans avoir besoin de nudité, une sorte de liberté qui ne nécessitait pas d'invasion physique. Prince chantait aussi le désir, mais dans un monde entièrement construit selon ses propres termes, où chaque détail devait s'aligner sur sa volonté. Même l'émotion devait être éditée. Personne ne sait exactement quand la relation s'est brisée. Mais des témoins se souviennent que lors d'une session d'enregistrement, Prince a soudainement coupé la voix de Jermaine, sans prévenir. Une autre fois, Jermaine a apporté une démo sincère à Prince, espérant obtenir des commentaires, mais n'a rencontré qu'un silence glacial. Prince s'est levé, est parti, n'a rien dit. Personne ne sait vraiment ce qui a déclenché cette réaction. Certains disent que la chanson était trop personnelle, trop réelle, que Prince s'y voyait mais n'avait pas le courage d'y faire face. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles ils se sont disputés sur la direction musicale, mais leurs proches ont dit que la vérité était plus profonde. C'était un choc de philosophie de vie. Jermaine voulait que Prince soit plus honnête avec lui-même et avec le monde. Mais pour Prince, qui a vécu toute sa vie entre la scène et la défense, c'était une invasion. Le contrôle pour lui n'était pas seulement une gestion de l'image. C'était l'armure finale qui l'empêchait de s'effondrer. Dans les années qui ont suivi, Jermaine a poursuivi sa carrière discrètement. Jermaine Stewart n'a presque jamais mentionné Prince, mais chaque fois que ce nom traversait ses lèvres, sa voix baissait étrangement, comme si chaque syllabe portait un chagrin sans nom. Dans une rare interview, il a dit tranquillement: « Prince était l'un des artistes les plus brillants et les plus insaisissables que j'ai jamais rencontrés. Je pense qu'il me comprenait, mais peut-être ne voulait-il tout simplement pas affronter ce que je représentais. » C'était une demi-aveu léger, mais assez profond pour résonner comme une blessure non cicatrisée. Des années plus tard, un producteur anonyme, quelqu'un qui avait travaillé avec Prince et Jermaine, a révélé un détail que personne n'attendait. Jermaine avait autrefois écrit une chanson jamais sortie intitulée « Invisible Man ». Beaucoup pensaient que la démo était une confession d'un amour gay silencieux, une ballade pour ceux qui ne pouvaient pas vivre leur vérité. Mais ce producteur a dit sans équivoque: « Je sais que c'était à propos de Prince. Tout le monde ne le voit pas, mais moi oui. Ce n'était pas qu'une histoire. C'était une coupure dans le cœur d'une relation qui n'a jamais été reconnue publiquement. » Numéro 1. Morris Day. Ils ont toujours dit que Prince était une icône,
un ange du funk, une manifestation du désir et de l'art, un beau fantôme oscillant à jamais entre les projecteurs et ses propres ténèbres. Morris Day, le showman flamboyant, bruyant et riant, vêtu de costumes brillants et d'une démarche arrogante, était le fils de Minneapolis. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière les affrontements publics, les performances communes gorgées de son, les querelles médiatiques cachaient un secret sombre, intense et obsédant. Prince et Morris ont autrefois été amants. Entre eux, il y avait une relation silencieuse et latente qui a duré des années. Cet amour a commencé au début des années 1980, alors que les deux étaient de jeunes hommes noirs audacieux, luttant contre les préjugés et se battant pour s'affirmer dans une industrie pas encore prête à les embrasser. Prince, le perfectionniste qui dansait avec les ténèbres. Morris, l'artiste impulsif qui aspirait à la lumière. Ils se sont rencontrés comme deux pôles opposés qui n'étaient pas censés s'aligner. Mais dès la première audition du groupe, leurs yeux se sont croisés plus longtemps que nécessaire. Une décharge électrique silencieuse que personne n'a osé nommer. Au cours de ces premières années, ils ont gardé leur distance. Sur scène, ils étaient des collaborateurs. Coulisses, ils étaient des frères. Mais lorsque le spectacle se terminait, lorsque les lumières s'éteignaient, Morris était celui qui conduisait une Cadillac blanche pour aller chercher Prince aux Wings. Tous deux se dirigeaient vers un appartement discret dans le nord de Minneapolis, un endroit que Prince appelait plaisantant la Zone 7, le seul endroit où il s'autorisait à montrer les parties les plus douces de son âme. Ils n'ont jamais passé la nuit ensemble pendant les tournées. Mais ces matins où Prince disparaissait de son hôtel, c'est là qu'il était couché à côté de Morris, mangeant des gaufres et écoutant Marvin Gaye sur un vieux lecteur de cassettes. Ils s'aimaient avec prudence. Prince était toujours terrifié d'être exposé. Il n'a jamais dit « Je t'aime premier ». Il a toujours laissé Morris tout initier. Morris Prince a écrit une fois sur un bout de papier glissé dans une Bible. « Quand je te regarde, je me vois, pas Prince, mais le moi nu et sans nom. Et je déteste ça parce que je l'aime. » Pendant ces répétitions qui s'étiraient dans la nuit, après le départ du groupe, Morris s'asseyait derrière la porte du studio, écoutant les notes du piano tomber comme si elles tombaient de la poitrine de Prince. Il ne parlait pas, mais Morris savait que c'était ses excuses pour être parti la nuit précédente et sa promesse de revenir. Vérité, Prince a essayé d'y mettre fin à plusieurs reprises. Il craignait d'être découvert, craignait que tout ne s'effondre. Il s'est marié à Matt Garcia, puis à Manuela Testellini. Mais même pendant ces années, il y a eu des après-midi où il a disparu de Paisley Park. Le personnel a raconté comment Prince emportait toujours avec lui un morceau original sans nom, quelque chose que personne au label n'avait jamais entendu. Et lorsqu'on lui posait la question, il répondait seulement « Ce n'est pas pour vous ». C'était une démo qu'il avait écrite pour Morris. Les paroles disaient « Tu portes de la soie, mais je sens de l'acier. Ton toucher est doux, mais ta vérité tue. » Morris Day était différent. Il n'aimait pas se cacher. Mais pour Prince, il est resté silencieux pendant près de 2 décennies. « J'ai aimé un homme qui disparaissait toujours. » Morris l'a avoué une fois alors qu'il était ivre. Il a écrit sur Dieu, sur le sexe, sur tout le monde sauf moi. Plus tard, lors d'une interview pour la promotion d'un album solo, Morris a failli raconter l'histoire, mais il s'est ensuite rétracté, ne laissant qu'une seule phrase. « Quelqu'un m'a déjà fait, pas moi-même, et une seule personne l'a jamais fait. » De nombreuses nuits après un concert, Morris allait voiture chercher Prince. Certaines nuits, il frappait à la porte du studio, mais Prince n'ouvrait pas. Il laissait seulement une chanson jouer derrière la porte. Les paroles se fissuraient. « Je veux être près de toi, mais je ne peux pas te voir parce que tu vois trop. » Morris restait là à fumer jusqu'au lever du soleil, puis partait. Ne répondait jamais par SMS. Mais, quelques semaines plus tard, Prince appelait comme si de rien n'était. C'était leur refrain. Près, loin, proche à nouveau, puis douleur. Lorsque Prince est décédé 2016, Morris était introuvable lors de la cérémonie commémorative officielle.
Mais un employé de la logistique s'est souvenu plus tard que cette nuit-là, un homme portant un fedora noir et un long manteau était venu à Paisley Park à 3 heures du matin. Il s'est resté là pendant 45 minutes, silencieux, puis est parti. Cet homme était Morris Day. Et ainsi, dans la mémoire de la musique où persistent des mélodies inédites et où résonnent encore des paroles jamais imprimées, l'histoire d'amour de Prince et Morris continue de vivre. Comme un secret sous la peau violette entre deux cœurs qui ne se sont jamais complètement touchés, mais ne se sont jamais complètement lâchés. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. Un voyage dans le côté obscur de Prince. Pas seulement le génie musical, mais un homme qui a autrefois aimé, autrefois craint, autrefois caché les sentiments les plus profonds pour se protéger lui-même et celui qu'il aimait. George Michael, Sylvester, Jermaine Stewart, Morris Day, Jimmy Somerville. Étaient-ce de véritables amours ou simplement 5 fois où son cœur a trébuché dans l'obscurité? Prince les a-t-il vraiment aimés ou n'était-ce que des collisions fugaces entre deux âmes solices et solitaires? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Car qui sait, dans un futur épisode, vous pourriez bien vous retrouver dans une histoire qui semble n'avoir rien à voir avec vous. Rendez-vous dans un autre chapitre d'un autre cœur qui bat encore, silencieusement sous les lumières.